Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce dernier épisode de la 6e saison de Cold Facts. On a décidé de boucler la boucle et de parler malheureusement de la défaite de l'équipe de Suisse en finale du championnat du monde à Prague face à la Tchéquie. Médaille d'argent pour la Suisse. On va juste débriefer un tout petit peu par honnêteté intellectuelle, mais avant ça, on a décidé de parler de le limogeage de Christian Dubé et de tout ce qui va se passer à Fribourg-Gotteron avec l'intérim d'une année de Patémon et l'arrivée l'année prochaine de Roger Rönnberg. Salut Greg. Salut Jean-Fred, ça va ? Ça va bien, oui. On aurait préféré faire ce dernier épisode de la saison en disant la Suisse est championne du monde. On l'aurait fait avant d'ailleurs, je pense. Les gens auraient voulu nous écouter avant. Mais... Alors, petit coup d'œil derrière le rideau, on va dire. C'était prévu qu'on l'enregistre dans la nuit pour l'avoir dans les fils le lundi matin à 8h en 4 titres. Ou 7h, ou on savait pas quelle heure, mais pour que dans les transports en commun, vous ayez quelque chose à écouter. Par contre, il y a eu deux choses. Bon, il y a eu la défaite, on y revient juste après. Mais on s'est dit que nous, on n'avait pas envie d'enregistrer cet épisode-là forcément au milieu de la nuit, plus que temps, et que personne n'aurait envie de l'écouter le lundi matin à 8h ou à 7h dans les transports en commun. Donc on s'est dit, attendons mercredi 17h, on aura eu un peu de temps pour se remettre. L'actu nous a bien aidé sur ce coup-là, parce qu'on va pas parler que de l'équipe de Suisse aujourd'hui. Hein. Non. On va presque même commencer par autre chose, vu que Fribourg s'est dit, c'est bon, là, les spotlights sur le championnat du monde, Fribourg, c'est 2026. Maintenant, le spotlight, il revient sur Fribourg. L'équipe de Suisse débarque à Cloten, monte à peine sur scène, bravo, Romagnosi, Chololo, les lignes suisses et compagnie. Bim, communiqué de presse, Christian Dubé remercié. Puis là, il y a, en anglais, ils disent beaucoup a lot to unpack. Il y a beaucoup à déballer dans ce communiqué. Donc, tu vois ça, tu vois un communiqué intitulé Christian Dubé. La première réflexion, c'est quand même... je pense pas que c'est une prolongation de contrat, cette histoire. Puis moi, surtout, ça faisait un moment que j'entendais... C'est vraiment en train de grouiller à Fribourg. Intéresse-toi à ça. Je me suis intéressé. J'ai fait des coups de fil aux personnes censées être dans la confidence. On m'a juré qu'il n'y avait rien en préparation. C'était avant le championnat du monde, donc ça s'est un petit peu accéléré. J'ai tenté de voir Gert Senesen à Prague, qui n'était pas disponible pour me rencontrer. Il avait mieux à faire visiblement, ce que j'entends tout à fait. Mais je me suis quand même dit qu'il n'avait pas envie de parler. Alors, je l'ai eu quelques minutes, mais pour parler du tirage au sort de la Champions. Il n'avait pas trop le choix. Il n'avait pas trop le choix. Il y avait juste Lausanne qui avait décidé de ne pas venir, mais je pense que c'était... J'étais sous le bus, voilà. Il avait mieux à faire, mais tous les autres clubs étaient présents. Lausanne n'était pas disponible pour aller boire un café. J'ai relié aucun point. Je me suis dit, il n'y a pas que ça à faire. Quoi. Ouais. Je me dis qu'entre rencontrer un potentiel futur étranger, puis... taper la discussion avec Grégory Beau, il a choisi, je pense qu'il a bien choisi. Par contre, quand je vois le communiqué, à déballer, il y a Dubé ne reviendra pas malgré un contrat valable encore pour une année. 2, Patrick Aymon reprend la place avec un contrat à durée déterminée d'une année. Il a signé comme entraîneur principal. Ouais, tu dis OK. 3, Roger Rönnberg débarquera au début de la saison 2025-2026 après avoir terminé son contrat à Frölunda, puisqu'il lui reste une année de contrat. Je te propose qu'on aille dans l'ordre dans cet ordre-là. Dubé remercié. Pour préparer cet épisode, tu as réécouté ce qu'on disait avant la saison avec Pierre Chouvet, où j'avais fait un petit jeu. Qu'est-ce qui est le plus probable et qu'est-ce qui est entre A et B. Ouais. Et la question est, qu'est-ce qui est le plus probable entre Christian Dubé licencié, remercié durant la saison, ou Christian Dubé prolongé durant la saison? Le problème, c'est c'était ni l'un ni l'autre au final, parce qu'il n'a pas été remercié durant la saison, puis il n'a pas été prolongé. Il a été remercié après la saison. On était plutôt pas grand monde à dire qu'il allait être prolongé. Aucun. Voilà. Mais disons que Pierre avait dit... Alors, pour donner l'ordre, c'était moi qui dû répondre en premier, puis Pierre, et puis toi derrière. Mais Pierre avait dit plutôt remercier. Moi, j'avais dit, alors dans ces cas-là, plutôt remercier. Et puis, toi, t'avais dit, la question est volontairement vache, parce que c'était un peu le but de cet exercice. Et
tu dis normalement je vous autorisais pas trop à dire aucun des deux, mais là pour le coup je dirais plutôt aucun des deux, et c'était effectivement ce qui s'est passé. Mais au final, à post-saison, on va dire, c'est ce qui se passe. Et le truc, c'était 1 an de contrat. Et avec 1 an de contrat, les entraîneurs, forcément, si tu dois construire quelque chose, c'est très difficile de commencer la saison en disant vas-y, on te donne l'équipe et tu ne sais pas ce qu'il en est après. Ce que fera Yann Cadieux cette saison. Ouais. Alors, est-ce que Yann Cadieux, avec un titre de champion l'année précédente, est-ce qu'il est dans une position de force, je sais pas, mais plus simple à gérer dans le sens où Genève, c'est presque un côté un peu... Oui, mais on voit Cadieux, ça marche. Il y a la Champions Hockey League l'année passée, la saison passée, donc il gagne des choses. Un GM, j'entends. Un GM, il est là pour construire. On peut pas dire à un GM, écoute, l'année prochaine, t'es là, mais l'année suivante, tu sais pas. Du coup, il peut faire n'importe quoi. Il y a aucune conséquence. Il va pas devoir assumer les contrats qu'il est en train de signer. Le coach, on lui dit juste de coacher l'équipe qu'on lui met dans les mains. Donc, moi, ça me dérange. C'est moins tenable comme situation. Mais Christian Dubé s'était pas mis dans une situation d'avoir le couteau par le manche pour exiger un nouveau contrat et partir au front. Je pense qu'il est suffisamment malin pour savoir que s'il partait au front en disant je veux un nouveau contrat, sinon c'est la guerre, qu'il n'allait pas gagner. Donc moi j'ai aucun problème avec un entraîneur qui commence sa dernière saison avec c'est moins confortable, clairement, on est bien d'accord. Lui-même sait qu'il est sur un siège éjectable, que si ça se passe pas bien, mais je pensais pas que la demi-finale ait le record de points. On nous l'a suffisamment dit, ils ont fait le record de points en saison régulière, on le saura. Je pense pas que ça justifiait une prolongation automatique du contrat. Par contre, le spectre, pour moi, à la fin de la saison régulière, et je dirais même à la fin du quart de finale contre Lugano, le spectre penchait plutôt pour pourquoi tu te séparais d'un Christian Dubé. Ouais. Ce soir-là, il y a, en plus, on en a pas mal parlé, mais il y a un peu cette communion avec le public. Il y a le public qui scande son nom. Depuis qu'il a quitté son rôle de joueur, le public n'a pas souvent scandé le nom de Christian Dubé, pas de manière très sympathique. Et là, il y a eu ce moment-là, et en sortant de la glace, il va serrer la main à John Gobby, il parle un moment, on ne sait pas ce qu'ils se disent, mais il parle un moment. Faut pas, y a pas besoin d'être proche du club pour savoir que entre les deux hommes, c'était un peu comme chien et chat. Là, il se passe un truc ce soir-là. Tu dis, ah tiens, c'est marrant ce qui est en train de se dérouler. Derrière, il y a un peu le Lausanne qui est passé, qui a finalement un peu tout chamboulé. Et un mois après la fin de saison, un mois et quelques après la fin de saison, il y a ça. Et je sais pas, je suis surpris par le timing. Oui. La décision en elle-même, je peux la défendre sans aucun problème, dans le sens où, disons, quand tu dois prendre une décision dans la vie, tu as toujours l'idée de dire je fais la colonne, les plus d'un côté, les moins de l'autre. Je pense que c'est assez équitable à la fin. T'arrives à justifier d'un côté, t'arrives à justifier de l'autre sans aucun souci. Je suis d'accord avec toi. La décision de Gerd, c'est de lancer un nouveau cycle après une dizaine d'années de Christian Dubé, pas tout le temps en tant que coach, mais aussi en tant que directeur sportif, de dire on passe à autre chose avec à l'avenir, on décide de passer à autre chose. Moi, je l'entends. Je pense que si tu veux franchir un palier, peut-être tu te rends compte que tu ne franchis pas de palier avec Christian Dubé à la barre, que tu t'es fait out-coacher en demi-finale par Jeff Ward. C'est, j'imagine, les analyses auxquelles ils sont arrivés après cette saison. Tu décides de passer à autre chose, c'est défendable à 100%. Le timing fait un peu chenille, je trouve. Gerd Sennheiser, en disant la peinture est à peine sèche sur les murs du bureau qu'il vient de prendre, et puis 2 mois et demi après, il dit celui qui m'a fait venir, celui qui était mon patron il y a 2 mois et demi, je décide de m'en séparer. L'optique, on va dire, est un peu bizarre, et en même temps il a osé, quoi. Il a dit je dois pas faire de sentiments, je dois être pragmatique dans mes choix. Dubé le disait lui-même, et Dubé est quelqu'un d'ultra pragmatique, et c'est pas lui à qui on va expliquer ce que c'est le business du hockey sur glace. L'avait dit lors de la conférence de presse où ils avaient annoncé cette rocade, on va dire, qu'un jour c'était Gerd qui allait se séparer de lui. Alors je pense pas qu'il imaginait dans 6 mois, mais dans les faits, il savait bien que ça se passerait comme ça un jour. Comment ça pourrait se passer différemment? Est-ce que tu laisses la situation aller jusqu'à ce que Christian Dubé se trouve un autre club finalement et force la main en disant voilà, moi j'ai signé à
dans le club Y. Donc, désolé, à vous de chercher quelqu'un d'autre. Oui, ça aurait pu se passer comme ça. Maintenant, la position de GM de Gert Sennheiser, elle est claire. Il doit mener à bien le paquebot Gauthieron. Et s'il décide que c'est ça le mieux... Encore une fois, Christian Dubé, il n'est pas malheureux. Il va quand même... Comme il a toujours un contrat valable pendant une année, il va quand même toujours toucher de l'argent. Donc, je ne me fais pas de soucis pour lui non plus. Et il a le temps de réfléchir à ses options. Il a finalement presque... Je ne sais pas si c'est une année sabbatique de son côté, mais il a clairement le temps de voir ce qu'il veut faire. Et je pense que plusieurs clubs peuvent s'intéresser à lui parce que, tu le disais avant en faisant la colonne des plus et des moins, le bilan, il est clairement pas détestable. À part peut-être la saison qu'on va dire où ils font les pré-playoffs en 2023 et qui se font sortir par Lugano, où ils finissent 7e de la saison avec Berake blessé. Enfin, il y a des circonstances atténuantes. Je suis un club de National League ou ailleurs en Europe, je peux tout à fait envisager Christian Dubé en me disant que c'est une solution qui est viable. Je pense. Alors là, c'est vraiment de la théorie. C'est le but. Voilà. Moi, si je suis le CP Berne, et j'en ai marre des coachs finlandais, puis je me dis dans l'habituel clivage gauche-droite politique qu'on transpose de temps en temps, Nord, Amérique du Nord, on va dire. Après le passage finlandais, je vais revenir à un cas nord-américain. Christian Dubé, il est pas mal, il a laissé de bons souvenirs ici, il a fait quelque chose de pas si mal à Gauthieron, il a amené un peu d'émotion dans ce club, ou je sais pas comment on peut dire ça. On aime bien ce profil-là, il pourrait tout à fait faire sens là-bas. Mais là, c'est vraiment moi qui lance un nom en l'air, j'ai aucune idée, mais ce serait pas totalement absurde. Maintenant, il y a quand même quelque chose qui me fait un tout petit peu tiquer, je dois avouer. C'est de lire La Liberté de mardi matin, sous la plume de Pierre Chouvet, qui est on ne peut mieux informer sur Fribourg-Gotteron. Et il nous explique quand même que le vestiaire a choisi, en gros. Et dans le podcast Point de vue, où ils sont trois à parler, il y a Patricia Morand, il y a François Rossier et Pierre Chouvet, il me dit selon ce qu'il a entendu, selon ses sources, et je pense qu'elles sont bonnes, 80% du vestiaire, sauf erreur, c'est le chiffre qui dit, aurait fait une sorte de désaveu de Christian Dubé. C'est ce que nous disait, Geoffrey et Michael Engoy en disant on pose la question aux joueurs dans un cas comme ça. Et c'est souvent le vestiaire qui choisit aussi, en tout cas, il prend le pouls. Mais t'as d'autres cas en Suisse où systématiquement, depuis 15 ans, on entend que c'est le vestiaire qui vire les coachs. T'as ça en tête ? Alors, il y a peut-être Lugano, mais en termes de management, Lugano, c'est quand même assez spécial. Mais est-ce que t'entends à un moment... À Zurich, le vestiaire a parlé contre Grunborg. J'ai pas l'impression qu'on entende ça derrière. Est-ce que c'est le cas ? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que systématiquement, à Fribourg, Gert Sennheiser, il était un peu trop gentil, ceci. Kosman, il était un petit peu trop méchant. Pelletier, ceci. Cela. Et au bout d'un moment, j'ai un peu l'impression de dire, les gars, vous avez fait quoi depuis 15 ans ? Vous avez fait quoi depuis 15 ans où il y a eu X coachs qui sont passés à la bande, qui étaient tantôt trop ci, trop ça, pas assez ceci, il se rasait pas assez, il se coupait trop les cheveux, il se coupait pas assez les cheveux, il était ci et ça. À un moment, à quel moment ce club va décider d'arrêter d'écouter son vestiaire et que la personne en place va décider d'elle-même ? Et à lire La Liberté, encore une fois, c'est pas encore arrivé. Maintenant, Gert Sennheiser vient d'arriver. Est-ce qu'il s'est dit, la situation est la suivante. Il y a un vestiaire qui ne veut plus de son entraîneur. Cet entraîneur en place, je ne l'ai pas décidé. Moi, je vais mettre quelqu'un en place et maintenant, ils devront s'en accommoder. Je pense que Christian Dubé s'est dit la même chose quand il est arrivé à la place en directeur sportif. On dit, ouais, c'est fini, les petits copains dans le vestiaire qui disent on va taper à la porte du président. Puis on dit, mais président, le coach, il est pas comme ci, il est pas comme ça, il parle québécois, on aimerait un nordique, il est nordique, on aimerait un québécois. Ça n'a pas changé quand même. Et là, j'espère que à un moment, on arrivera avec un directeur sportif qui prend des décisions, avec un vestiaire qui joue et avec un entraîneur qui entraîne. Et déjà, ce qui est très bien à Fribourg, c'est que les dirigeants dirigent et les gens de la technique, on va dire, font du technique. On va dire, il n'y a pas tout le monde qui s'occupe de tout. Ça a eu été le cas à une époque, c'est plus le cas maintenant. Et ça, c'est déjà une bonne chose. L'étape d'après serait quand même qu'on dise aux joueurs, vous jouez, et puis laissez faire les autres. Par contre, pour l'entraîneur, pour le GM, nous on gère, mais vous faites du hockey, c'est déjà pas mal. Michael Engoy disait,
le lundi au Pécalis que, évidemment, Berne, ça pourrait être un club où tu poses pas la question au vestiaire. Il disait, il y a une personne, sous-entendu, il citait pas, mais je peux imaginer qu'un Marc Lutti dit bon, là, ça va pas. Je prends la décision parce que par le passé, avec les titres de champion qu'ils ont accumulés, bah, des fois, on était là, c'est Marc Lutti qui décide du hockey suisse avec Peter Tsaner. On aimait bien donner cette image parce qu'effectivement, c'est deux clubs très puissants. Mais Marc Lutti, quand il prend une décision, on n'a pas l'impression qu'ils ont pas demandé à Tristan Chervet s'il préférait X ou Y. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ils mettent pas une urne au milieu du vestiaire en disant on veut le nouveau coach ou pas. Je dis pas que ça se passe comme ça. C'est le vote de Koh-Lanta, tu sais. Je dis pas que ça se passe comme ça à Fribourg en caricature, mais quand même, j'ai l'impression que c'est un peu le seul club où, après un départ de coach, on entend ah ouais, le vestiaire. Mais en fait, le vestiaire est trop puissant des fois au bout d'un moment. Et est-ce qu'il ne devrait pas être un tout petit peu moins puissant de temps en temps ? Et ça pourrait être le prochain virage à prendre. Je propose qu'on continue. Ça va prendre un peu plus long que prévu, mais c'est pas grave. Il y a a lot to unpack, comme je disais. On continue avec la solution intermédiaire de Patrick Aymon pendant une année avec un contrat à durée déterminée non renouvelable. Moi, c'est du bricolage absolu. Ouais. Je suis aussi comme toi. Je vois. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a que Fribourg qui peut nous inventer un truc pareil. Je comprends le début de l'équation, je comprends la fin de l'équation, et le milieu, je le comprends pas. Mais en même temps, je me dis, ouais, c'est facile de dire là, il fallait faire autrement. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Et honnêtement, c'est pas évident. Non. Mais au moment où tu décides que Christian Dubé n'est plus la bonne personne, est-ce que tu dois le garder en te disant il a une année de contrat ? De toute façon, on a une année bridge là au milieu où on va devoir temporiser jusqu'à l'arrivée du nouveau. De toute façon, voilà. Garder Christian Dubé au début de saison, ça t'offre une soupape. En novembre, ça se passe pas bien, mais pas de problème. T'actives le siège éjectable, tu mets Patrick Aymon à la place, tu fais nommer quelqu'un comme deuxième assistant et t'as déjà quelqu'un dans le vestiaire qui va gérer. Cette soupape-là, elle vient de disparaître parce que tu l'as activée en mai. Et pour un peu une sorte de solution bout de bois là au milieu avec quelqu'un de très compétent, je remets rien en cause la compétence de Patrick Aymon, mais quel va être son degré d'autorité dans le fameux vestiaire de Fribourg-Gotteron pendant une année ? Je dis pas qu'ils sont ingérables, hein, mais tu le passes dans une position difficile aussi. C'est pas évident. S'ils sont pas contents, et encore une fois, c'est toujours la même chose. On a ça d'expérience. Ceux qui vont venir parler et pas être contents, et je parle pas de Fribourg, je parle en général des gens dans les vestiaires, c'est rarement l'ailier de première ligne qui a 2 minutes de power play par match. C'est plutôt l'ailier de 4 qui aimerait être ailier de 3 ou de 2 ou de 1. Donc on sait que ceux qui vont pas être contents, c'est eux qui vont râler, puis les gens contents, ils vont continuer à être contents, et normalement, ça doit passer, surtout que Patrick Aymon a une expérience très longue. Oui. Mais moi, je me dis, il y avait juste une soupape à conserver là. Tu dis, de toute façon, vu qu'il y a de toute façon cette année de transition, bon, est-ce que Fribourg va aller au titre l'année prochaine ? Honnêtement, je vois pas ça parti. Ça me semble pas parti pour. Garde cette soupape là, tu gardes Christian Dubé, tu regardes en septembre ce qui se passe. Visiblement, si ça se passe aussi mal dans le vestiaire, déjà, moi je me dis, ils ont quand même fait plus de 100 points la saison dernière. Alors que le vestiaire est soi-disant contre lui, ils ont fait une demi-finale. Ouais, c'est pas chaque année à Fribourg, on le rappelle. Top 4 finalement. Alors, voilà, c'est pas chaque année, il me semble, à Fribourg que tu peux dire on est en demi-finale. Il me semble que c'est assez rare d'ailleurs. Tout ceci malgré un entraîneur avec qui ça va pas. Je trouve ça assez étonnant. Donc, du coup, tu le gardes, tu dis bon ben voilà, on a décidé de changer. Christian Dubé est quelqu'un de malin. On peut très bien lui dire écoute, on a trouvé notre homme pour l'année d'après, c'est Roger Runberg. Donc toi, tu as une année, ta dernière année à Fribourg-Gotteron, tu peux déjà penser à ton avenir, tu fais ce que tu veux. Nous, c'est clair qu'à la fin, on te prolongera pas, c'est déjà clair pour toi. Voilà, tu as une dernière saison, puis c'est quelqu'un de très orgueilleux. Je peux te garantir que s'il avait ça un peu en disant je vais leur montrer à ces petits cons qui m'ont pas regardé, on va le gagner ce titre. Et il va partir en mission tout seul pour aller... Alors, je ne dis pas qu'il y serait arrivé, on est bien d'accord. Ouais. Mais croire qu'il aurait sabordé le navire, j'ai fait avant les Allemands, j'ai parlé des Gogos, des Gaulois avec les pirates qui se sabordent leur propre navire, il n'aurait pas fait ça à Fribourg. Je veux dire, il est malin. Je comprends pas qu'on se soit privé de cette soupape-là ou de ce moyen de pas de pression, de gestion la saison prochaine. Et par contre, Patrick Aymon à la tête,
rien à dire. C'est quelqu'un qui a eu été coach principal à Genève, qui a eu du succès à Genève, qui a fait une finale, qui a une expérience très longue. C'est quelqu'un qui aime bosser avec les jeunes. Visiblement, ça fait partie du projet de Gerd Sennhausen, c'est de un peu se dire on va essayer de faire monter des jeunes dans cette première équipe pour éviter d'avoir des quatrièmes lignes un petit peu trop chères et donc peut-être un petit peu mieux ventiler le budget sur les 3 premières lignes et d'avoir une quatrième qui coûte beaucoup moins cher, à l'image de ce que fait Zug. J'ai l'impression, j'ai pas... De ce que je lis de l'idée de Gerd Sennhausen, ça va être un peu ça. Et c'est une très bonne idée. Pour moi, le plan est juste, mais la manière d'arriver à la finalité est un petit peu bancale. Et je trouve que finalement, ça décrédibilise le plan que je trouve bon, la manière d'arriver à cette solution de la saison 2025-2026. Mais pour Patrick Aymon, c'est de se dire aussi, qu'est-ce qu'il a à gagner ? C'est la question qu'on se posait aussi lundi, en disant, mais tu lui dis, écoute, voilà... Tu as ton contrat qui se termine dans une année, bon ben, tu sais que tu ne seras probablement pas conduit. On va pas, je l'imagine mal, prendre le poste d'assistant de Rönnberg, parce que si ça se trouve, Rönnberg, il a envie d'avoir son staff. On sait que ça paraît logique. Enfin, j'imagine un Suédois qui vient, puis à qui on donne un Tchèque et un Canadien, même si le hockey s'est internationalisé. Des gars qui sont déjà là, mais on les garde. Alors ça serait de nouveau du bricolage. Et j'imagine que Rönnberg, avec on en parlera après, mais avec toute son expérience, bah, s'il a autant de succès, c'est peut-être parce qu'il a pu aussi alors avoir un tout petit peu la main sur les gens qui voulaient à ses côtés. Ça coûtera peut-être un petit peu plus cher, mais je pense que Fribourg peut totalement faire cet effort-là en disant, bah, si Patrick Aymon n'est plus ce contrat, bah, on a le budget pour un assistant qui fait plaisir à notre nouvel entraîneur pour construire son projet. Mais Aymon, finalement aussi, on peut se dire, je fais une année. Tu parlais de Dubé en disant que s'il avait fait sa dernière année là, il maîtrise, peut-être qu'il va en finale, on ne sait pas. C'était ce que lançait Geoffrey Vauquin, hein, mais qu'est-ce qu'on fait si la saison est finalement assez réussie et Patrick Aymon va en finale? Parce que finalement... On dit merci Patrick Aymon et puis on avait prévu ça. Alors ça me dérange pas. Ouais. J'arrive pas à voir ça comme potentiellement négatif. Mais et pour après pour Aymon de se dire bah lui ça lui fait une belle carte de visite s'il y avait besoin d'avoir une plus belle carte de visite que ce qu'il a maintenant, et il peut là aussi un peu comme Christian Dubé se retrouve ici, fait une super saison. Plein de clubs vont dire ah bah nous on n'a pas d'entraîneur, bah nous on aime cette philosophie là, il joue avec les jeunes, etc. Absolument d'accord. Donc ça me dérange pas d'un point de vue. Patrick Aymon, lui, il a tout à gagner. Il était censé être assistant pour cette dernière année de Christian Dubé. Probablement qu'il n'imagine pas être assistant l'année d'après sous un entraîneur suédois, j'imagine. Donc lui, il se dit, à la place d'être assistant, je deviens entraîneur principal, si ça se passe bien. J'ai la Ligue des Champions, j'ai la Coupe Spengler, j'ai tellement de chances de me mettre en lumière que j'ai rien à perdre. Donc, de son point de vue, je pense que la décision est totalement logique. Roger Rönnberg, on termine avec ça. Quand j'ai vu le nom, j'ai dit une évidence. Déjà que Gerd Sennhausen parte au Nord, c'était clairement couru d'avance. Il aime bien le Nord, c'est ça? Ouais. Au Nord, il y avait les corons, mais pour Gerd, il y a les entraîneurs, c'est ça? C'était couru d'avance qui partent là-dessus. C'est un entraîneur à succès. Il a fait plus de 10 ans à Frölunda, qui est une des meilleures organisations en Suède. C'est quelqu'un de respecté. Il a 4 Ligues des Champions de championnat de Suède. Il a un titre de champion du monde M20 avec la Suède en tant qu'entraîneur principal. Il a des médailles d'argent et de bronze en tant qu'entraîneur assistant de Rikard Grönborg avec l'équipe A, avec les hommes. Il a un parcours exemplaire. Il a un crédit immense. Pour moi, c'est un home run, si on peut dire. Le seul bémol, effectivement, c'est d'attendre une année. Mais on en parlait avant, est-ce que tu le signes quand même, sachant qu'il y a une année à attendre? Oui, je pense qu'il vaut la peine d'attendre une année. Il y aurait eu d'autres entraîneurs sur le marché. On peut parler d'un Jukka Jalonen, par exemple, qui est également sur le marché actuellement. L'entraîneur actuel de la Finlande, c'est ça, hein? Exactement. Qui vient de coacher la pire équipe de Finlande de ces 15 dernières années, je pense. C'était désastreux. Mais ils ont quand même failli. Bon, bref. Ils ont failli sortir la Suède en quart. Oui, attendre une année, ça fait totalement sens. J'ai parlé à Roger Rönnberg mardi après-midi.
J'ai fait la tentative désespérée d'envoyer un mail au club en disant bonjour, j'aimerais bien parler à Roger Renberg, je me doute bien que c'est un peu compliqué, mais quand même, il a que ça à faire pendant l'été, non? Puis ils m'ont dit ouais, bonjour, voici son numéro, vous pouvez l'appeler. Ok, merci. Du coup, je l'ai appelé, puis j'ai dit ben voilà, vous attendez peut-être, enfin, c'est You, donc je l'ai pas voulu, mais bref, t'attends mon appel. Il me dit ouais, c'est bon, j'ai du temps, je me réjouirai à Fribourg. Là, il était très sympa. J'avais aucun contact avec, je l'avais jamais parlé. J'avais eu envie l'année passée durant la Spengler d'aller pendant un match de Frölunda ou après un match de Frölunda parler avec lui, puis ça s'est pas fait. Et la Spengler, on sait comment ça se passe. On va là-bas avec 20 idées de sujets, puis finalement il y en a 6 autres qui viennent se greffer par-dessus, puis les 20 initiales, on n'arrive pas à les faire. Ben, bref, ça fait partie des sujets que j'ai pas pu faire. Ben, j'aurais bien aimé parler à Roger Renberg. Du coup, on aura l'occasion. C'est pas communiqué officiellement, mais j'ai vu la durée de 3 ans. Je pense que ça fait totalement sens, mais je sais plus où je l'ai vu. Mais donc désolé si quelqu'un a sorti l'info et j'ai oublié la provenance. On aime bien à ce micro citer les sources de choses qu'on lit, et là j'ai complètement oublié. Donc, parcours exemplaire, le seul bémol qu'on peut y voir, c'est qu'il a jamais coaché hors de Suède. Tu roules les yeux. c'est une vérité. Il n'a jamais coaché hors de Suède. Et pour justement parler de Roger Renberg, j'ai parlé à Johan Lundskog, qui était son entraîneur assistant pendant 3 ans à Frölunda, qui est venu en Suisse, à Davos, puis à Berne, puis maintenant à Rapperswil, avec un petit détour en DEL au passage. Il m'a dit, quand tu es un entraîneur suédois et que tu débarques en Suisse, là, le hockey c'est une chose, enfin, le hockey c'est un peu partout la même chose, mais il dit, mais culturellement de débarquer en Suisse c'est quelque chose. Il dit, tu te rends pas compte à quel point c'est un challenge quand tu es suédois. Il dit, en fait, tu arrives dans un vestiaire, tu dois déjà gérer les Suisses et les étrangers. C'est une chose. En Suède, on doit aussi le faire. Mais dit, tu arrives dans un vestiaire, tu dois gérer les francophones, les italophones, les germanophones. Et dit, si tu n'as pas conscience de ça et si tu ne comprends pas ça quand tu arrives dans un vestiaire, tu es mort. Parce que chacun a sa spécificité. Et dit, tu dois apprendre 3 cultures en plus de celles, si tu as encore des Finlandais, des Nord-Américains et puis encore un Tchèque là au milieu, tu dois apprendre tellement, tu dois créer une équipe à partir de tellement de cultures différentes. Ils savent tous jouer au hockey. Les coachs ne vont pas expliquer à un joueur comment on back-check. Par contre, de gérer humainement tous ces gens, c'est difficile. Puis il dit, ben voilà, lui, c'est quelqu'un d'ultra intéressant, d'ultra cultivé, d'ultra bosseur. Il dit, il va arriver ici, il va tout savoir. Tu peux être sûr, ça va être quelqu'un qui va se préparer comme pas possible. Moutarde de Bénichon, il est bon, il est au taquet. Là, il a la recette de la cuchole, pas de problème. Mais pour avoir parlé à lui, il me dit, ben voilà, moi Gert Senezan m'a expliqué l'histoire du club. Moi, j'étais venu à Fribourg, je me rappelle de ci, de ça. Je sais que le club a été fondé en Basse-Ville, la vallée du Gotteron. Alors bien sûr, je suis pas encore allé parce que quand je suis venu avec Frölunda, rappelle, ils avaient éliminé Gotteron en demi-finale Ligue des Champions 2017. Quand je suis venu, j'ai vu la ville. J'ai trouvé que c'était très beau, les alentours, machin. Mais voilà, je peux pas en parler plus. Je dis, mais t'as prévu venir cette saison? Il dit, non, moi je viens la saison prochaine. Là, c'est Patrick Aymon qui bosse. C'est pas moi. Moi, j'ai pas mon mot à dire cette saison. Et je trouve c'est une bonne philosophie. J'ai eu un excellent contact avec au passage. L'interview à lire dans Blick, on l'avait mis sur nos réseaux. Si jamais, vous pouvez toujours retrouver sur notre page Facebook et tout. Mais il était très sympa et il se réjouit d'être là. Et puis lui, il dit, voilà, mon équipe, elle va être une équipe de travailleurs. C'est une équipe qui est intense. C'est une équipe qui va forechecker énormément. Et ce que me disait Lundskog aussi par rapport aux équipes, il m'a dit, une des caractéristiques de Roger Renberg, c'est que ses équipes lui ressemblent. Et il dit, on peut pas dire ça de tous les coachs. Il dit, il y a des banalités qu'on peut dire de tous les coachs, et quelqu'un me l'a fait remarquer, et c'est très juste, que jamais on entendra un nouveau nom arrive. XY, c'est un terrible tir au cul, mais bon, ça devrait aller. Non, évidemment, ils sont tous bosseurs, c'est comme les attaquants. Ils les deux sens de la patinoire. Ils tous dans les deux sens, on sait tout ça. Mais lui, il me dit, l'équipe de Renberg lui ressemble. Et ça, tu peux pas le dire de tout le monde. Et je trouvais que c'était assez intéressant. Et il dit, il va toujours façonner l'équipe à son image. Et par contre, où il est malin, c'est qu'il va être capable de créer justement une alchimie entre le club, la ville, les gens. Et il est fédérateur autour de lui par son éthique de travail. Et lui-même me l'a dit. Il m'a dit, mais moi, j'ai envie que les gens de Fribourg soient fiers de cette équipe. J'ai envie qu'ils soient à leur image. On m'a dit que c'était un canton de gens du terrain, travailleur, et il dit, mais moi c'est ça que je veux dans cette équipe-là, et je trouvais assez convaincant. Après, c'est un discours, il s'est préparé, il a aussi préparé l'entretien avec Gert Senezan, qui visiblement a duré, selon Pierre Chouvet, de 16h à minuit, où ils ont discuté de tout et de rien. Puis il m'a dit, j'ai eu une vraie connexion avec Gert Senezan. Donc moi je suis
totalement convaincu par ce choix, à 100%. Je pense que c'est un excellent choix d'entraîneur. Que pour moi, Gerd Senezan, je disais, c'est un home run à ce niveau-là. Les deux étapes d'avant, c'est un peu compliqué. En même temps, c'est des gens intelligents. À Fribourg, ils savaient très bien en communiquant ça que ça allait passer pour du bricolage à la Gauthieron, on sait très bien. Pain fromage. Ouais, alors que ça va, je pense que c'est une organisation qui s'est sacrément développée ces dernières années. Mais ça allait passer pour du bricolage. À eux de faire en sorte que ça en soit le moins possible maintenant dans les fêtes à compter de maintenant, quoi. Et ce qui est plutôt positif avec Runberg, d'ailleurs quand tu disais assistant de Grunborg, je me disais pour les dyslexiques, Grunberg, ça doit pas être simple. Hein. Il y a une chose qui est forcément intéressante pour les quatre Suédois qui sont à Fribourg, donc Borgman, Delarose, Sørensen et Wallmark. C'est qu'ils ont un entraîneur de leur culture. Pour le coup, tu parlais de culture. Au-delà de ça, Borgman, il a joué pour Frölunda avant de venir à Fribourg. Par contre, Borgman n'a plus de contrat à partir de la saison prochaine. Donc en fait, ça lui fait une belle jambe. D'ailleurs, je voulais parler avec Runberg de Borgman en disant mais est-ce que tu as parlé? Après, je lui ai dit, en fait, j'allais te poser une question sur Borgman. Puis lui, il m'a tout de suite dit, moi, je ne veux pas parler du présent de Fribourg. C'est pas mon business. Moi, je viens en 25-26, ce que je respecte totalement. Je dis, j'allais te poser une question sur Borgman que tu connais bien. Il m'a dit, non, il n'est pas là. Il n'est pas sous contrat depuis mon arrivée à Fribourg. Et j'ai dit, t'as totalement raison. C'est pas une thématique. Mais oui, cette connexion suédoise, ça fait sens d'envers un entraîneur suédois avec des joueurs dominants suédois qui sont là à long terme. Je peux totalement imaginer qu'au moment d'engager un de leurs compatriotes, Gerd Senezan leur a fait un petit coup de fil à tous. J'ai pas la réponse et personne me l'a dit, mais... Tu fais un coup de fil à Borgman pour lui dire que c'était comment d'être coaché par Runberg. Merci. Par exemple. Puis à ceux qui sont encore sous contrat à long terme avec l'organisation, tu dis si je vous fais venir Runberg pour 2 ans, en tout cas pour vous qui avez encore 2 ans au-delà de celle, 3 avec l'année où il sera pas là, mais donc 2 pour Sørensen. Oui. Sous Runberg, ça vous dit, vous le connaissez, vous avez des bons échos. C'est un petit milieu, tout le monde se connaît et évidemment qu'ils ont été consultés. C'est même pas une question. On va prendre notre avion et repartir du côté de Prague maintenant pour boucler la boucle cette saison numéro 6 de Cold Facts. On le disait au début, l'équipe de Suisse, on aurait bien voulu pouvoir vous proposer un épisode très tôt avec pas des chololos mais des comment dire, un état d'esprit tout victorieux, tout heureux malgré la fatigue. Et c'est comme en 2013 et comme en 2018, on repart par la queue entre les jambes, mais l'argent autour du cou. Voilà, et ça s'est joué vraiment à peu de choses. Les joueurs nous ont dit qu'elle faisait plus mal que 2018. Alors, évidemment que je les écoute. Si je prends personnellement mon sentiment, étonnamment, alors ça m'a fait plus mal en 2018 parce que j'avais l'impression quand même que l'équipe était plus proche. Je dis pas forcément sur comment dire, sur la glace, est-ce qu'elle était mieux, plus soudée, plus mal, mais on était à un puck levé de Fiala, ça restera toujours ça. Ou une séance de tir au but, exactement. Ouais, je suis d'accord. Après le match, on se posait la question avec mon collègue Stéphane, t'étais présent. Non, c'était pas toi, t'étais parti travailler. On se posait la question avec Stéphane Roth de lister les 3 défaites, qu'est-ce qui fait le plus mal. Puis j'ai dit, tu veux faire le Trauer ranking. Il a pas pris ce surtitre, le Trauer ranking, mais je trouvais ça très bien, le ranking de la peine ou de la tristesse. J'aime bien faire des jeux de mots en allemand. Une fois sur 2, ça veut rien dire. On me dit non, mais on comprend pas ça. Désolé, arrête. Pourtant, les mots valises, ils comprennent très bien. Pourtant, ouais. Mais là, ils l'ont compris. Il l'a compris, il a rigolé. Il m'a pas dit non, mais arrête. Fais-les en français déjà, c'est déjà bien assez. Et je lui dis, pour moi, c'est une évidence. 2018 fait plus mal que celle-là aussi. Je suis totalement de ton avis. Après, c'est notre avis, hein. Ça veut pas dire que. Et ceux qui étaient là en 2018 n'étaient pas tous présents cette année et vice-versa. Donc c'est clair que c'est difficile de les lister. 2013, c'était contre la Suède, en Suède. Il y a eu certes le 1-0 de Niederreiter, si je me rappelle bien. Derrière, ils se sont fait étaler. Malheureusement, voilà, c'était juste la marche était trop haute. 2018, c'était pas le cas. Et 2024, il y a 0-0 à la 50e, quoi.
T'es à 10 minutes du titre, t'es à un tir réussi du titre. Il y a Berchi qui touche le poteau en début de match. Alors, il y aurait encore eu beaucoup de hockey à jouer. Hein. Si Berchi avait marqué, c'était la 17e, sauf erreur. Ouais. Il y a encore 43 minutes, mais la Suisse fait jeu égal avec les Tchèques. Puis finalement, ben voilà, il y a Pasternak. D'ailleurs, je demande à tous les gens qui aiment Boston et cette équipe, moi j'ai pas d'avis, je m'en fous, de changer d'équipe. Parce que vous suivez une équipe de losers qui a coûté le titre à l'équipe de Suisse. Donc vous changez tout de suite, vous prenez autre chose. Mais c'est tout bête, hein, mais des fois l'espèce d'effet domino, on va dire. Boston se fait éliminer, la Suisse perd le titre, quoi. Mais Pasternak, là, il y a quelqu'un qui nous a fait un message pour nous dire, mais le dégagement de Berchi, le dégagement interdit de Berchi qui est juste avant cet engagement en zone défensive suisse. Ils en sortent plus après. Ouais. Voilà. Est-ce que il dit, je crois, est-ce que c'est Fiala qui gueule un peu en disant, mais vraiment, il y a dégagement interdit. Il dit, j'ai pas revu la scène, mais est-ce que c'est pas un dégagement interdit qui se joue un peu à... Surtout qu'ils ont énormément laissé jouer les dégagements interdits. Alors, on va pas refaire le match, on va pas refaire les décisions arbitrales. Je pense qu'il y a des dégagements interdits. Si on prend celui-ci et isolé du match, pour moi, il y est. Par contre, il y en a eu quelques-uns durant le match où ils ont laissé jouer, où le défenseur faisait l'effort. Ouais. Pas vraiment l'effort, puis il laissait aller. Et mais voilà, dégage, c'est vraiment ça se joue sur des détails, le fameux. Mais voilà, t'as un dégagement interdit, t'as les jambes un peu lourdes en zone défensive. Ils gagnent, ils font un jeu parfait pour décaler Pasternak sur le côté. Puis le problème, c'est que c'est Pasternak, quoi. Et ça fait mal. C'est un missile sur lequel Gianni peut absolument rien faire. Je pense aucun gardien, objectivement. Hein. Gianni Cano était très bon. Oui. Voilà, l'équipe de Suisse n'est pas revenue. Médaille d'argent pendant la fête de la cérémonie de clôture la cérémonie de Cloton. Voilà. Ouais. Je parle avec Andrea Glauser, puis il me dit mais moi je déteste perdre. Mais je dis mais à un moment tu vas pas réussir à dire que vous avez gagné l'argent parce que finalement en battant le Canada en demi-finale tu gagnes la médaille d'argent. Puis il dit ouais, peut-être un jour, mais pas le lendemain, pas à 14h le lendemain de cette défaite. Pour moi, on a perdu la finale et moi, je déteste perdre. Et voilà. Et petit moment rigolo juste après la descente de scène, c'est là où on peut parler aux joueurs. Puis je vais vers Berchi, puis je fais avant Christophe, on parle de Dubé. Mais grand mais je viens de l'apprendre, j'étais sur scène quand on a appris ça. Je dis, mais t'es sérieux, t'as pas appris ça avant? Il dit, non, il y avait des bruits, mais non, je savais rien. Je dis, dis non, sacré début d'après-midi, quoi. T'es sur scène, tu reçois un WhatsApp Dubé viré. Ouais, bon, ok. Bref. Pour moi, l'équipe de Suisse, elle a réalisé un mondial fantastique. Exemplaire. C'est une deuxième place. On veut pas passer, ouais, les Suisses, les gagnent petits. Tu finis vice-champion du monde, oui, ça fait mal de voir les Tchèques gagner. La Tchéquie, c'est une belle équipe, ça avait pas l'air imbattable. D'ailleurs, la Suisse les a battus en tout préliminaire, c'était pas la même équipe, c'était au tir au but, donc il y avait 1-1 après 65 minutes. Derrière, ça se joue au tir au but. C'est pas imbattable cette équipe de Tchéquie, mais en même temps, voilà, ils ont battu le Canada en demi-finale. Puis moi, je préfère retenir ça. L'équipe de Patrick Fischer a été bonne. Je pense qu'on nous foutra la paix 3 ans avec Patrick Fischer, qui est nul, qui est ci, qui est ça, qui a tous les torts du monde. Je pense qu'il a prouvé lui aussi qu'il était capable de faire une équipe. Ça veut pas dire que c'est le meilleur technicien au monde. Peut-être pas. Sûrement pas le meilleur technicien au monde. Mais par contre, ça veut dire que c'est un vrai sélectionneur. Et un sélectionneur, il sélectionne les meilleures équipes. Fédérateur, sélectionneur et fédérateur. Ouais. Voilà. Il sélectionne la meilleure équipe possible et il fédère les meilleurs joueurs autour de lui. Et ils sont tous venus. Kevin Fiala, sa femme accouche. Il vient. Il veut venir. Et il est là et il est excellent. Et il veut briller pour cette équipe de Suisse. Mais il veut aussi jouer pour ce sélectionneur-là. Et c'est tous le cas. Donc, je pense que là, on est bon pour un moment. On va plus avoir besoin de défendre Patrick Fischer. Même si j'ai pas l'impression que je devais le défendre. J'ai juste mon avis. Et je trouvais que c'était un peu immérité. Le niveau de bashing qu'il avait de temps en temps. Ou est-ce qu'il a été parfait? Je pense pas. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il l'est? Je pense pas non plus. Mais dire qu'il lui mettre tous les torts sur le dos et systématiquement dédouaner les joueurs parce que Patrick Fischer, je trouvais que c'était un petit peu unfair. Et là, je pense qu'il mérite aussi cette médaille d'argent. C'était rigolo de voir que lors de la cérémonie, justement, il était son nom, quand il a été appelé, il y a des gens qui ont spontanément chanté son nom et je me suis dit c'est rigolo. Je me suis demandé est-ce que c'est juste une question de perception roman alémanique? Est-ce qu'en Suisse alémanique c'est moins extrême l'opinion défavorable
qu'on a en Suisse romande, je pense que oui, pour avoir parlé avec pas mal de Suisses allemands, il n'avait pas une opinion très favorable, mais pas aussi unanimement défavorable que ce qu'il avait, et ce qu'il a toujours, ça je sais pas, et peu importe, que ce qu'il avait avant ce mondial. Ouais, il a fait jusqu'en 2026 finalement maintenant, puisque son contrat va après le championnat du monde en Suisse. Oui. C'est bien, ça lui permettra quand même de travailler dans la sérénité. Il faudra de nouveau pas gueuler quand au mois de novembre, lors d'un tournoi, la Karjala Cup, je ne sais plus si elle s'appelle toujours comme ça, mais quand il faudra aller jouer les matchs en Finlande, puis qu'il y aura peut-être 3 défaites contre les Tchèques, les Suédois et les Finlandais, de dire ah ouais, c'est reparti pour un tour, puis peut-être se rappeler que au mois de fin avril, début mai, tout d'un coup, alors oui, avec les joueurs de NHL, c'est plus simple. Tu parlais de Kevin Fiala qui a été élu MVP du tournoi, donc vraiment meilleur joueur du tournoi. C'était mon choix. Ouais, alors. Et toi, j'ai mis Josi. T'as mis Josi. Ouais, c'était l'un ou l'autre. Josi a été élu meilleur défenseur du tournoi et Kevin Fiala a été élu meilleur attaquant du tournoi. Parce que je me dis que si Fiala est aussi bon, c'est parce que Roman Josi était là aussi pour gérer, donner les pucks sur les powerplays. Alors que Kevin Fiala, l'année passée à Riga, il chiait, lui était là, il y avait Steven Thaler. Il n'y avait pas le même chier, effectivement, mais il n'y avait pas Josi. Et que tu peux dire l'inverse. Pas si tu mets un clampin à qui Josi fait la passe en powerplay, puis qu'il n'y a pas Fiala qui fout le puck au fond. Alors, il n'a pas une passe décisive non plus, Josi. Je suis tout à fait d'accord. Ça va dans les deux sens. Absolument. Mais quand même, quand on l'a vu des fois revenir, faire 2 coups de patin pour back-checker, enfin, on l'avait dit au début, après les 2 premiers matchs, quand on a fait notre call fax, on a dit, on vous avait prévenu, on n'avait pas levé un lièvre incroyable en disant que Roman Josi était un défenseur exceptionnel qui est nommé pour la 3e fois au Norris Trophy du meilleur défenseur de NHL. Mais on voyait tout de suite la différence. Et surtout, je pense que les gens qui ont regardé, ils ont dû se dire dans leur télé, ah ouais, quand même, c'est pas que les highlights de NHL, quand on le voit vraiment sur la glace, sur une grande patinoire, avec une équipe de Suisse, avec Andrea Glauser à ses côtés, et peut-être pas un défenseur de NHL. Waouh, d'accord. Et tu l'as dit aussi, Giannoni a été super. Pour moi, c'était évidemment comme Dostal gagne le titre et qu'il n'encaisse 0 but en finale, c'était logique. Mais je pense qu'entre Dostal et Giannoni, ça se joue à pas grand-chose. Il faut savoir qu'on vote avant le début de la finale. D'ailleurs, on doit voter avant 20h. Je me suis rappelé à 19h55 qu'il fallait que je finisse mon vote. Toi, tu avais déjà fait. Et j'ai mis Giannoni en me disant la Suisse va gagner ou peut gagner si elle gagne. Enfin, en gros, c'était le gardien vainqueur, c'est lui qui va la recevoir. Et je me demande dans quelle mesure ils n'ont pas aussi choisi en fonction de... Parce que c'est illogique, mais je dis pas que ça a été truqué ou j'en sais rien quoi, hein, mais c'est illogique de donner le MVP ou le gardien du All-Star Team à Giannoni alors que Dostal vient de se faire blanchir en finale. Exact. Ça n'a aucun sens. Donc moi je mets Giannoni, mais Dostal c'est totalement logique. Défenseur, moi j'ai mis Goudache, pourtant Dieu sait si j'ai pas de grandes affinités pour ce joueur. Tu voulais te battre avec lui en zone mixte. Ouais, j'ai hésité 2 secondes, après je me suis dit que c'était pas une grande idée. Je t'ai dit, ouais, à mon avis, tu perds ce combat, mais... Tente. Goudache, Josi, et puis devant, t'es obligé de mettre Chervenka, je pense, capitaine de l'équipe de Tchéquie. Il a été excellent, il était là depuis le début, et il sourit quand il est en Tchéquie. Je sais pas si c'est l'air de la Suisse qui lui convient pas, mais là-bas, il était tout sourire tout le temps. C'était assez rigolo. Fiala et puis Cousins. Cousins qui s'est un peu éteint en fin de tournoi, mais il a quand même près de 10 buts. Quoi. Il finit à 8 buts, je crois, ou 9. 9, je dirais, ouais. Dans le All-Star Team des attaquants, et que tu veux pas mettre que des Suisses et des Tchèques, je pense qu'il faut aller chercher ça. La seule différence avec moi... c'est que toi tu mets Erik Karlsson en défenseur logique, fan des Pingouins. Donc moi j'ai mis Goudache, mais fan des Ducks. Ah non, ça marche pas. Voilà. Puis t'as mis Crosby en attaque. Oui. Avec Malkin. Et le mieux. Ouais. Logique. Non, j'avais mis Fiala, Cousins et T'as pas mis Chervenka? Non, j'hésitais avec Sedlak, que je trouvais qui a été très bon en demi-finale. Et j'hésitais avec Sedlak et Nekas, parce que je trouve que Nekas, quand il est arrivé, on parle de Pasternak, il arrive juste avant et je sais pas, je trouve qu'il va tellement vite. Et Michael Engoy me dit, mais ce Nekas, c'est quoi ce patinage? C'est de la folie furieuse. Il mesure combien? Je dis, il fait 1m88, 90 kg. Il dit, pour un joueur de cette taille, être capable de patiner comme ça, il dit, c'est pas une question de vitesse, c'est juste le patinage.
waouh. Je dis, moi, il m'a impressionné aussi Prochaine fois, on fait venir Michael Ngoy. Moi, je vais faire le podcast avec Ngoy. Il est name drop 5 fois par épisode. C'est qui, ce Michael Ngoy? Tu le connais pas? Ah bah, dis donc. Non, là, mais j'ai choisi Sedlak pour le truc. Et puis MVP, bon, on disait. Il n'y a pas de mauvais choix à cet endroit-là. Tu dois choisir 3 attaquants, 2 défenseurs, un gardien et puis un MVP. Et MVP, toi, tu mets Yossi, je mets Fiala. Je pense que les 2 choix sont totalement défendables. Visiblement, il y a eu plus de gens pour Fiala. Est-ce que le fait qu'il est d'origine tchèque, il y a peut-être 1 ou 2 joueurs tchèques qui se sont dit pourquoi pas lui? Peut-être. On a une question qui va avec une petite thématique qu'on peut juste aborder pour finir cet épisode, c'est le ranking de l'IAHF. Et quelqu'un nous demande, mais finalement, pourquoi la Russie est deuxième et pourquoi ils ont gagné une place? Mais en fait, c'est le classement protégé comme à l'ATP. Quand tu es blessé une année, tu peux garder ton classement. Puis en fait, c'est surtout que la Russie bouge. En fait, ne gagne pas de points. Elle a toujours ses 4065. Mais comme la Finlande en a perdu, c'est plutôt la Finlande qui passe derrière. Mais la Russie sera toujours à 4065 points. Donc en fait, ce qui peut devenir débile, c'est si le Canada perd des points et passe sous les 4065 points, la Russie peut potentiellement se retrouver première du classement de l'IAHF. D'une certaine manière. Ce qui est pour absurde. ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, le classement IHF, on prend les dernières compétitions, les 1, 2, 3, 4, 5, 6 dernières compétitions. Ouais, il y a des Jeux Olympiques et le Championnat du Monde. Championnat du Monde, les points réalisés cette année, qui vont de 1600 pour le champion du monde, 1560 pour le deuxième, donc la Suisse, et c'est dégressif jusqu'à, dans ce classement-là, c'est 1300, 1260, quelque chose comme ça. Ça vaut 100%. L'année passée, c'est le même ranking, le même nombre de points, mais le coefficient est 75%. 50%. 2022, 50%. Jeux Olympiques, 50%. 2021, 25%. Et du coup, celui de 2020, qui comptait encore dans le classement de l'année passée, ça tombe. Et voilà. Donc c'est... 2020, déjà, il n'existait pas. Alors, c'était peut-être 2019. Alors, c'était 2019. Et du coup, celui-ci tombe. Et donc, tu gardes les dernières compétitions et ça donne avec des coefficients par année. Donc, plus le résultat est récent et plus la valeur est importante. L'année prochaine, les 1560 de la finale allemande vont valoir un tout petit peu moins. Ce qui fait que l'Allemagne a déjà un peu baissé cette année avec son élimination en quart de finale, mais elle risque de prendre encore un tout petit peu plus cher l'année prochaine. À moins que. Pour l'instant, la Suisse est 4e au classement mondial si on fait abstraction de la Russie. Oui. Canada 1, Finlande 2, Tchéquie 3, à égalité avec la Suisse. On a le même nombre de points, mais la Tchéquie est devant la Suisse. En tant que championne du monde. J'imagine. La Suisse 4, donc États-Unis 5, Suède 6, Allemagne 7, Slovaquie 8, etc. On devrait pouvoir du coup savoir les groupes du mondial 2025 en Suède et au Danemark. On va être en Suède, on ne sait pas où c'est l'autre, c'est à Alésia, je crois, l'autre. C'est à Herning. Mais toi qui aimes bien aller, des fois tu dis comme moi, j'aime bien aller dans la ville un peu, la capitale. Toi, t'aimes bien aller ailleurs. Attention, pas à Herning. J'ai pas l'impression que ça vaut la peine. D'ailleurs, pour être allé à Ostrava 2 jours, j'ai été un peu malade pendant les 2 jours, mais j'ai pas regretté. Il y a une usine monstrueuse à Ostrava, mais qui est magnifique. Hein. Elle est toute noire et tout, c'est impressionnant. J'ai vraiment. Après, j'y resterai pas 2 semaines, mais là, entre Stockholm et Herning, je trouve quand même que j'ai envie qu'on soit à Stockholm. Mais le truc, c'est que oui, il y a. C'est prédéfini les places XXX. La Suède en Suède, le Danemark en gros Danemark. Voilà, déjà. Mais ils peuvent échanger des trucs si par proximité, pour avoir comme cette année la Pologne et la Slovaquie qui sont un jet de pierre d'Ostrava, on les met pas à Prague, on les met à Ostrava. Aussi pour que les fans soient un peu avantagés, pour qu'il y ait des facilités. On peut imaginer que l'Allemagne sera plutôt à Copenhague qu'à Herning. À Herning plus qu'à Stockholm. Herning qu'à Stockholm. On peut imaginer peut-être que la Finlande sera un peu plus proche de Stockholm que de Copenhague, de Herning. Et encore, ça, c'est même pas sûr. Ça, je pense que... Il y a moins l'aspect... les Polonais, ils sont à 300 mètres d'Ostrava, quoi. Oh, mais là, c'était incroyable. Vraiment, Ostrava, c'est tellement pratique pour avoir la Slovaquie à 15 kills, puis la Pologne à 10. Et les Slovaques, c'est des supporters qui se déplacent. On avait vu à Bratislava, donc... ça, c'est vraiment hyper intéressant pour eux. On pourrait même encore pousser avec la Hongrie, finalement, qui monte. Tu te dis, si tu veux des supporters hongrois et que tu es en République tchèque, c'est peut-être plus simple d'aller à Ostrava. Enfin, non, vraiment, c'était... Mais là, il faudra voir Stockholm et Herning. Il y a peu cet aspect pays limitrophe, forcément. Ils sont les deux...
sur des îles ou des presqu'îles, donc forcément ça change. Ouais, puis la Norvège, on va dire que les supporters norvégiens, c'est peut-être moins intéressant aussi de se dire « Ouh là là, il y a eux qui viennent ». Donc, tout ça pour dire qu'on ne sait pas encore où sera l'équipe de Suisse l'année prochaine. J'ai regardé l'année passée, c'est tombé 1 mois après le mondial, la composition des groupes, et c'est là qu'on a su qu'on allait à Prague, dans le groupe dit des forts, avec les Tchèques, avec la Finlande et le Canada. C'était le groupe des forts. Surtout maintenant, tu regardes, le Canada est 1, oui. La Finlande est 2, la Tchéquie est 3, et la Suisse est 4. Donc c'est le groupe d'efforts, vraiment. Bah, si tu fais 1 et 4 et 2 et 3, admettons, ça, puis après, bah, ça dépend où est la Suède. Finalement, la Suède, comme elle est un peu plus loin, c'est étonnant qu'elle soit derrière la Suisse. Normalement, elle est devant la Suisse. Et derrière les États-Unis, voilà. Donc elle est 6e finalement. Donc il faudra voir où se situe, enfin, comment cette 6e place va jouer avec les autres. Mais on peut, s'il y avait un truc, une pattern facile en disant ben c'est 1 et 4, 2 et 3, puis après 5 dans un, 6 dans l'autre, 7 dans un, mais c'est jamais comme ça. C'est beaucoup plus compliqué. Donc bref, voilà. On ne sait pas. Réservez vos semaines de vacances. Peut-être si c'est à Stockholm, ça va être chouette. Si c'est à Herning, il faudra peut-être prévoir des week-ends plutôt. Mais... Les Suisses, ils prévoient bien les week-ends. Hein. C'était quand même assez impressionnant. Les 2 week-ends, il y avait quand même vraiment beaucoup de Suisses. Et forcément, lors du match contre le Canada, c'était magnifique. Et un petit salut à toutes les personnes qu'on a croisées sur place qui sont venues nous dire bonjour. C'est toujours chouette. Absolument. Il y avait plein de Suisses, plein de Romans et beaucoup de plaisir sur place. Et donc cette saison 6 de Cold Facts est terminée. Sauf si Christian Dubé est viré. Ah, bah non, ça c'est déjà bon, merci Fribourg. Donc sauf tremblement de terre, je vois pas quoi. On va pas revenir avant fin août, mi-août, par là. On verra selon l'actu, selon l'envie, selon la date du début de la prochaine saison aussi. Donc d'ici là, prenez soin de vous, passez un très bel été. Merci beaucoup pour votre fidélité. On est très content de pouvoir continuer ces épisodes. On reviendra la saison prochaine. Je t'ai dit en rigolant après la finale que si la Suisse était championne du monde, on pouvait tout lâcher, on ferait pas mieux. On a eu un champion suisse roman, un champion d'Europe roman, une équipe de Suisse championne du monde. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On peut continuer quand même. Mais donc, il n'y a pas eu le titre, donc on peut quand même de toute façon continuer. On sera là la saison prochaine. On revient assez rapidement. Puis merci pour la fidélité et à bientôt. À bientôt.